J'ai toujours eu un profond regard sur les jeux qui récompensent la curiosité du joueur. J'ai l'impression que ça crée un sorte de lien impossible entre le développeur et le joueur à partir du moment où le joueur décide de faire l'effort de creuser dans son jeu. Quand le joueur va trouver ce point culminant, cet easter eggs, cette mission cachée, il y a quelque chose qui se crée. Sans même que les deux personnes ne se soient jamais rencontrées dans la vraie vie, il y a une alchimie qui se fait. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui a dépassé toutes les frontières de cette alchimie. On est tombé sur un très très gros poisson. 12 minutes. Le scénario, au premier abord, il paraît super simple. On a un mari, c'est le personnage qu'on joue, une femme qui est enceinte, un policier qui arrive systématiquement à 10 minutes de jeu. Le policier, il vient pourquoi ? Il vient parce que la femme a été suspectée de meurtre, le meurtre de son père. Et il vient aussi pour récupérer une montre de valeur, la montre de son père. Je pense qu'une personne lambda, qui manque cruellement de curiosité, pourrait jouer à ce jeu 1 heure, 2 heures, sans forcément voir tout ce que je vais vous lister après. À noter, et la chose la plus importante dans le jeu, c'est que le mari est bloqué dans une boucle temporelle qui dure 12 minutes. La boucle temporelle, elle peut s'activer de plusieurs manières, soit au bout de 12 minutes, soit quand on meurt, quand on est grièvement blessé, ou quand on décide de nous-mêmes de passer le palier de la porte. On peut plus sortir de l'appartement. Malheureusement, pour que vous puissiez comprendre mes propos, mes futurs propos dans cette vidéo, je vais devoir vous spoiler le jeu et toutes les fins du jeu. Mais ce que je vous propose de faire, et vraiment ce que je vous invite très très fortement à faire, c'est d'y jouer de vous-même. Allez-y, allez jouer au jeu, mettez pause à la vidéo et vous reviendrez plus tard, et vous allez voir que les propos que je vous affirme après ça auront bien plus de valeur à vos yeux. Les fins ne sont pas dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre de fin. Enfin, quand vous allez jouer au jeu, vous pouvez commencer par la dernière fin de ma liste, ou peut-être l'avant-dernière, enfin bref, vous avez compris, il n'y a pas d'ordre chronologique de fin. Pour moi, la première fin, ça a été la fin du faux suicide. Le policier rentre dans la maison, la femme est endormie dans la chambre, on ligote le policier, mais on décide de coopérer avec lui, il nous demande de sortir de la chambre pour avoir 2 petites minutes avec la femme. Il la tue. Quand il revient dans le salon, il nous demande d'appeler le 911 et de procéder à un faux suicide. On appelle le 911, on fait croire aux urgences que notre femme s'est tiré une balle dans la tête. Et le policier repart. Au bout du compte, la boucle temporelle recommence quand même. La deuxième fin, tout le monde meurt. On tue notre femme, on tue le policier et on finit par se suicider. Et la boucle recommence. La troisième fin, et c'est là où je dois vous prévenir, vous n'avez pas tous les détails pour comprendre, mais je vous promets, vous allez tout comprendre dans la suite de la vidéo très rapidement. Le policier est ligoté. On lui montre le t-shirt de notre futur enfant avec le prénom de la mère de la femme, Dahlia. Et là, le policier, il commence à comprendre certaines choses que je peux pas vous dire tout de suite. Le mari est pris de crise d'angoisse, ce qui fait qu'il se TP dans une bibliothèque avec le père de la fille, qui était censé être mort. Le père de la fille s'énerve contre nous, parce qu'il est pas d'accord pour la relation. Vous allez comprendre après pourquoi il est pas d'accord pour la relation. Il a ses raisons, et ses raisons sont valables. Il y a une grosse altercation violente entre le père et le mari sans faire exprès tire une balle sur le père. La boucle recommence. Dans la quatrième fin, on appelle la fille du policier, on discute avec elle, et le policier arrive à venir de manière un peu moins violente, un peu moins froide. On en apprend plus sur le lore, c'est vraiment une fin où on en apprend beaucoup plus sur tous les personnages. Et le policier repart, mais il repart avec la montre. Et la boucle recommence. Là, vous commencez à vous dire, mais putain, comment on va pouvoir bloquer cette boucle ? Comment on va pouvoir arrêter cette boucle temporelle ? Dans la cinquième fin, on retourne dans la bibliothèque et cette fois-ci, on coupe la relation avec notre femme. On fait ce que le père désire faire, couper la relation. Et on revient dans un appartement, le même, mais qui est complètement vide, où il manque notre femme. Et dans la sixième fin, on est dans la bibliothèque avec le père, et on va pas répondre à ces questions, on a des choix de réponses, on va juste citer une citation d'un livre qui a derrière la bibliothèque un livre rouge. Le père va nous hypnotiser, et le jeu va se reset. Il va reset la sauvegarde, et c'est potentiellement la fin la plus officielle du jeu. Est-ce qu'on peut compter ça comme une boucle temporelle ? Je sais pas. Bon, je suis sûr que dans certaines fins, il y a plein de choses que vous n'avez pas compris et que vous allez comprendre tout de suite. Et je vous ai dit, ça va arriver vite, faut pas que je vous perde. L'arbre généalogique du jeu, on y est. C'est là que ça commence à faire mal. Le père de la femme, qui a eu une relation secrète avec une nounou. En réalité,
Le mari et la femme sont frères et sœurs. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on se retrouve en face du père, il nous demande d'arrêter cette relation toxique. Ce qui est logique et normal en fait. Le père a eu un enfant avec la nounou, cet enfant c'est le mari, mais il avait aussi un enfant avec sa femme, et cet enfant c'est notre femme. Et le policier, qu'en est-il ? Eh bien il semblerait que ce soit le frère du mari. Lui, il n'a pas forcément de grandes importances dans la famille, juste il est fauché et il vient récupérer la montre pour pouvoir soigner sa fille. Et sa fille n'a pas non plus d'importance dans l'arbre généalogique. Le bébé que le mari et la femme vont avoir ensemble, et que la femme a décidé de nommer Dahlia, elle a décidé de le nommer avec le nom de sa mère. Sauf que Dahlia, c'est pas le nom de sa mère, c'est le nom de la nounou avec lequel le père a eu une relation secrète. Piece of shit! You fucking idiot! So, when is a dessert not just a dessert? I have something to share. Just open it. You fucking me. How could I forget? Honey? Babe, are you... No! Hey, it's me. No, don't touch me! Let me help, please. Stay away! Talk to me. No! Hey. Dans les premières minutes de jeu, les premières secondes de jeu même, et c'est plutôt très rapide, on sort de l'ascenseur et on arrive dans un couloir avec une moquette. Une moquette qui m'a fait tilter direct, et je pense qu'il a fait tilter beaucoup de gens. C'est la même moquette que dans le film Shining. Et les similitudes entre les personnages et leurs problèmes psychologiques sont assez fortes. Dans la maison, il y a un nombre de tableaux disposés dans la chambre et dans le salon. Ils sont au nombre de 4 si je me trompe pas. 1 dans la chambre et 3 dans le salon. Les tableaux changent, on a l'impression qu'ils sont soumis aux saisons. Malgré la boucle temporelle de 12 minutes. Il y a un tableau avec une prairie et des arbres, et on pourra voir l'hiver, l'automne, l'été, le printemps. Il y a un tableau avec un œuf, à un certain moment on pourra voir l'œuf remplacé par un serpent qui se mord la queue. Dans la chambre, on a un tableau d'un couple dessiné de manière fantaisique. Il y a un tableau qui ne change pas. Ce tableau a directement attiré mon attention lors de mes premières sessions de jeu. C'est un tableau qu'on doit déchiffrer. C'est pas si compliqué que ça, et pourtant quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas trouvé grand monde qui l'a déchiffré. Et le tableau veut dire: toutes les fins ont un commencement, nous ne le savons tout simplement pas à l'époque. Je recherche sur Google et je tombe sur un livre, Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut, de Mitch Albom. Et les similitudes entre le livre et le jeu sont encore plus fortes que celles entre Shining et le jeu. Mais alors quand je dis plus fortes, c'est carrément, je pense, la source d'inspiration principale des développeurs du jeu. Dans le livre de Mitch Albom, une personne âgée meurt suite à un accident dans une fête foraine après avoir essayé de sauver une fille. Il se retrouve là-haut, et il va rencontrer 5 personnes. Et au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte qu'en fait, toutes ces personnes sont entreliées. Les actions du passé de certaines personnes vont impliquer dans le présent de d'autres personnes ou dans le futur de d'autres personnes. Exactement comme dans le jeu en réalité. J'ai oublié de vous notifier quelque chose de super important au tout début du jeu. Le début du jeu résume la fin du jeu. Le couloir de l'appartement, qu'on peut visiter au tout début du jeu et que généralement les premiers joueurs vont directement tracer jusqu'à l'appartement et ne pas s'attarder dessus, on ne peut plus y retourner après. Parce que si on passe le palier de la porte de nous-mêmes, la boucle temporelle recommence. Donc avant de rentrer dans l'appartement, on va faire un petit tour dans le couloir. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un tableau à gauche, avec une bibliothèque avec des livres très sombres, et au milieu un livre rouge. Cette bibliothèque qui représente la bibliothèque où le père nous parle et nous demande d'arrêter la relation avec sa fille. Et à droite, on a un tableau d'une fleur. Et cette fleur, je vous la donne en mille, c'est une dahlia. En réalité, au tout début du jeu, on a littéralement les 2 plus grosses conséquences qu'on peut trouver dans le jeu. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la maison, les tableaux changent. Plus on avance dans le lore du jeu, plus on apprend qu'en réalité, c'est nous qui avons tué le père, du coup dans la bibliothèque, quelques minutes avant. On apprend dans le lore que la personne qui a tué le père, donc le mari, on le surnomme le monstre. Et on va revenir sur les tableaux qui changent dans la maison. Il y a un tableau qui change dans la chambre. On passe d'un couple dessiné de manière fantaisique à un homme seul sur une terrasse en train de fumer une cigarette si je ne m'abuse. Cet homme il représente le mari. Regardez son ombre. C'est pas l'ombre d'un être humain, c'est l'ombre d'un monstre. Et pour finir avec le mari et ses 2 phases, son côté sombre et son côté humain, au tout début du jeu, on a un plan qui est une inspiration cinématographique incroyable, mais incroyable, parce qu'on pourra retrouver ça dans plein de films. On a un plan où en premier plan, en flou, on a une barre qui sépare littéralement, de manière symétrique,
le mari en deux. Et ça, généralement, ça veut souvent dire que c'est la merde. Ça veut souvent dire que la personne, elle a des troubles psychologiques où elle va être séparée en deux de manière émotionnelle dans le film ou dans le jeu. Et c'est le cas pour le mari. Que ce soit malgré lui ou avec son consentement. Plus on avance dans le jeu, plus on apprend qu'il a tué le père, mais on apprend aussi qu'il n'est pas au courant qu'il a tué le père. Et qu'il n'est pas au courant qu'il sort avec sa sœur aussi. Au tout début du jeu, dès les premières secondes, on apprend qu'on va jouer un personnage instable, cassé en deux. Et là, je vais parler avec vous d'un truc dont j'ai absolument pas la réponse, et pourtant j'ai cherché très longtemps. Dans la fin du faux suicide, on appelle le 911 et on fait croire aux urgences que notre femme s'est suicidée alors que c'est le policier qui l'a tuée. Le policier nous dit une phrase, et à la fin de cette phrase, la boucle temporelle va recommencer. Et elle m'a fait tilter, cette phrase, vraiment, elle m'a rendu fou parce que je trouve pas de réponse à cette phrase en plus. Et c'est d'autant plus frustrant. Il nous dit, tu as de la chance, tu auras un deuxième essai. Et alors là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Est-ce que le policier est au courant des boucles temporelles ? Puisque juste après ça, la boucle temporelle recommence et on a littéralement une deuxième chance, comme il nous dit. Ou est-ce que c'est juste les développeurs qui ont brisé le 4e mur pour faire comprendre aux joueurs que oui, il y aura d'autres fins. Je vous laisse vous faire votre propre interprétation de cette phrase. En tout cas, moi, ça me tilte. J'ai l'impression qu'il y a un lore autour des boucles temporelles que j'ai pas réussi à capter dans le jeu. Parce que je vous spoil, je n'ai pas trouvé la raison de pourquoi il nous dit ça. Et pour finir sur les secrets du jeu, il y a une fin que je vous ai cachée, qui pour moi est la plus belle fin, qui pour moi est la fin qui s'interprète le plus et qui a le plus de morale, le plus d'impact émotionnel sur le joueur. Cette fin-là, elle est un peu particulière. On va rentrer dans l'appartement et on va appuyer sur aucune touche. On va laisser faire le jeu. La femme va demander au mari de s'asseoir à côté d'elle sur le canapé et ils vont discuter. The lying would be better. I mean, no, not lying, but like if this hypothetical affair was over and it's in the past and it's not affecting us, why lob a grenade? Right. Okay. So wait, did you have an affair? No, I shouldn't have said that. I did some things in the... Ils vont se confier, elle va se lever, elle va lui demander de se lever, elle va le prendre par la main, et pour pouvoir lui montrer quelque chose de un petit peu secret, elle préfère sortir. Ils sortent. Et c'est la seule fois du jeu où le personnage principal, le mari, va pouvoir passer le palier de la porte, sans que la boucle temporelle ne recommence. Le livre que lit notre femme, le même livre qu'on va retrouver dans la bibliothèque quand on parle avec le père, le même livre qui tombe sur le père quand on le tue accidentellement, quand on clique dessus, la citation est « L'oubli est la seule manière de couper le fil du temps et de nous rapprocher de l'expérience du moment présent ». Pour moi, cette phrase, elle représente à la perfection la toute dernière fin du jeu. Celle où notre femme nous emporte. Et le fait de nous emporter comme ça, après s'être confié, après nous avoir parlé, après avoir oublié tout, dans cette fin-là, les deux personnages, sans même qu'on puisse faire quoi que ce soit, sans même qu'on puisse interagir sur leurs pensées ou leurs envies, décident de tout oublier. La femme qui dit au mari et si je te trompais, est-ce que tu voudrais le savoir ? Le mari répond non. Non, je voudrais pas le savoir. Oublie, laisse tomber. Une sorte de stoïcisme qui s'installe dans la salle. Et après ça, après avoir fait l'acceptation de cet oubli immense dans leur cerveau, dans leur âme, à ce moment-là, c'est la seule fois où la boucle temporelle ne recommence pas. On peut comprendre de par ce qui vient de se passer qu'en réalité, ce couple, il avait juste besoin d'oublier, de tirer sur la gâchette et de laisser tomber toutes ces mauvaises choses qu'ils avaient dans leur cerveau. And those mistakes might not stay in the past. What are you talking about? You trust me? Yes. Le jeu pourrait être imaginé comme une hypnothérapie. Le mari étant une personne très malade, on voit qu'il a un costard sur lui. On sait que les bureaucrates ont souvent des tendances suicidaires, sont souvent très tristes. C'est des corps de métier qui ont tendance à appuyer très fort sur la corde sensible de la mentalité et de la psychologie. Il n'y a pas une fois, dans la boucle temporelle, quand on rentre, notre femme ne nous prend pas dans nos bras. Ce calme que la femme vient installer, il est systématiquement coupé par le policier, avec des coups très violents sur la porte. Quand il va pouvoir rentrer, il va nous frapper violemment, il va même des fois nous tuer. Et le policier pourrait représenter pour le mari en fait les crises d'angoisse.
Ce calme que la femme vient installer, qui n'arrive pas à perdurer dans le temps et qui est coupé par des crises d'angoisse, tout le temps. Et le mari, dans son hypnothérapie, va essayer d'échapper à ces crises d'angoisse qui vont toujours arriver au bout de 10 minutes. Ce qu'il veut, c'est le calme que sa femme lui apporte, lui installe quand il rentre du boulot. Et la bibliothèque pourrait être une représentation du cerveau du mari, de sa conscience. Le cerveau est une sorte de bibliothèque, en réalité. On y stocke des souvenirs. Et pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce que dans la bibliothèque, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve ce fameux livre rouge qui pourrait être stocké dans la mémoire du mari. Le livre que ma femme lit tous les jours. Quand on est atteint de crise d'angoisse, des fois on arrive à un stade qui est très frustrant, où les gens ont tendance à simplifier cette guérison avec des phrases, comme la phrase « l'oubli est la seule manière de couper le fil du temps et de nous rapprocher de l'expérience du moment présent ». Quelqu'un qui est pris de crise d'angoisse, tu pourras lui répéter cette phrase 50 milliards de fois, c'est pas comme ça qu'il va guérir. Peut-être que cette phrase aura un impact sur sa guérison au long terme, mais en tout cas au court terme, à ce moment-là, au moment où il y a la crise d'angoisse, la phrase n'a aucun impact sur lui. Elle sert à rien. Le fait de représenter le livre dans la bibliothèque et que la bibliothèque soit une représentation de son cerveau, c'est une image assez forte pour lui de se dire « j'ai quand même ce livre dans le coin de ma tête ». Et j'oublie pas que même dans mon cerveau, même dans mon stockage humain, il y a ma femme. Hopeful, I guess. Hopeful. Do you not want a boy? No, boys are fine. It's just... If she is a girl, she might be like you. And the world could use more people like you. Man, you do know the right things to say. Et si tout ça n'existait pas ? Et si en réalité, on jouait une personne extrêmement malade qui s'était inventé tout ça ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la fin où le mari a une pleine conscience sur la situation, la fin où le mari décide de couper court en disant « Ok, c'est pas bien de sortir avec sa sœur, j'ai compris, on arrête tout ». La montre se casse, le temps s'arrête et on a l'impression, en tout cas c'est ce que le jeu nous donne comme impression, on a l'impression de revenir à une vie normale. On retourne dans un couloir d'appartement, on rentre dans la pièce, sauf que cette fois-ci, tout est vide. On est seul. C'est une fin de solitude. Est-ce que ce serait pas cette fin-là qui se rapproche le plus possible de la réalité ? Après tout ce que je vous ai dit sur l'hypnothérapie, il n'y a rien qui vous a fait tilter là. On dit souvent que les maladies mentales, que ce soit par hypnothérapie, thérapie ou je ne sais quoi, sont souvent guéries par le dialogue. Il y a même des spécialistes qui ont tendance à laisser de côté les médicaments pour essayer de guérir ça par le dialogue. Et je vous le donne dans le mille, quand est-ce que le personnage principal a pu passer pour la seule fois du jeu le palier de la porte sans que la boucle temporelle ne recommence, quand on a pris le temps de parler avec notre femme. Quand les 12 minutes que le jeu nous accorde ont été utilisées pour dialoguer, pour parler, pour se confier et pour tout se dire. Et je suis sûr que vous tous qui regardez cette vidéo, ça vous est déjà arrivé avec un ami, une connaissance, la famille. Vous vous êtes déjà tous retrouvés dans cette situation où vous êtes dans une voiture en train de conduire, sur une terrasse le soir. Et à ce moment-là, vous parlez avec la personne en face de vous, que vous êtes persuadé de connaître. Mais ce moment-là de dialogue, il va être spécial. Il ne sera pas comme tous les autres dialogues que vous avez eus avec cette personne. Vous allez avoir l'impression d'être hors du temps, que plus rien ne se passe autour de vous. Vous allez vous concentrer sur la personne en face de vous, l'écouter, lui répondre de la manière la plus sincère possible. Et à ce moment-là, il n'y a pas plus pur dans votre cerveau que la vision que vous avez pour la personne en face. Et c'est réciproque. Et vous qui pensez connaître la personne qui est en face de vous, parce que c'est un membre de votre famille, c'est un ami proche, au fur et à mesure de la discussion, au fur et à mesure des anecdotes, vous vous rendez compte qu'en fait vous ne le connaissez pas et que c'est en discutant que vous allez en apprendre encore plus sur lui. C'est peut-être à ce moment-là qu'il va vous parler pour la première fois de ses sentiments, de ses émotions. Et c'est grâce à cette discussion que vous allez vous rendre compte de la valeur des gens qui sont autour de vous et qui vous aiment. Si je peux vous donner un conseil, concentrez-vous sur les gens qui vous donnent le plus d'amour autour de vous. Parce que si vous perdez votre temps avec des gens qui vous veulent du mal et qui sont néfastes pour vous, n'oubliez pas que derrière, il y a des gens qui rament et qui rament et qui rament sans même vous juger pour que plus tard vous puissiez aller les rejoindre, ramer avec eux et comprendre que ces gens-là, ils vous aiment. Sur ce, moi je vais aller prendre les gens que j'aime et je vais aller réaliser mes rêves avec eux. The next station is